Bonjour à tous, comment allez-vous? Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire un rapide, je ne sais pas si ce sera rapide, je vous le dis comme ça mais on ne sait pas, update lecture sur mes dernières lectures de 2018, celles dont je ne vous ai pas encore parlé. J'ai 6 livres à vous présenter donc je vais essayer d'aller vite tout en vous donnant quand même les principales caractéristiques des bouquins. On commence par Daisy Miller de Henry James, qui est une espèce de petit roman ou de petite nouvelle qui fait seulement une centaine de pages. C'est un classique que j'avais très envie de lire pour commencer à découvrir Henry James, dont je n'ai rien lu, alors qu'il a écrit pas mal de choses voilà, dans sa vie qui comptent en littérature anglophone. Daisy Miller, c'est l'histoire de Daisy Miller justement, qui est une jeune femme américaine qui vient en Suisse, je crois qu'ils sont pas loin de Genève, et qui ensuite va aller en Italie, donc qui fait voilà, qui vient d'Amérique mais qui vient en Europe pour faire voilà, parce que c'est fancy, c'est voilà, c'est génial de venir en Europe et tout. C'est début du 20e, fin 19e siècle. Et elle n'est pas comme les autres dans le sens où vraiment elle se fiche des conventions et il y a le narrateur qui tombe amoureux d'elle, qui veut absolument l'épouser, rester avec elle, aller où elle va et tout. Et en fait il n'arrive pas à déterminer si c'est une manipulatrice, si elle est aussi candide que ce qu'elle paraît. Et alors j'avais envie de le lire, je l'ai lu, j'ai trouvé qu'il était bien. Il a pas changé ma vie, mais c'était quand même une lecture assez coup de poing, un classique du coup qui est court, mais qui va droit au but et qui nous fait, je pense que peut-être qu'à l'époque il a fait réfléchir sur la condition des femmes, sur qui on considérait comme étant une femme respectable, etc. Ouais, enfin nous évidemment on se remet dans le point de vue des personnes du voilà, fin 19e siècle, début 20e. Pour nous, il n'y aurait pas de problème avec ce que cette femme fait, évidemment. Mais au 19e, 20e, elle sortait un petit peu des sentiers battus, des conventions. Et j'ai bien aimé le regard que Henry James posait sur elle. On sait pas vraiment ce que pense à la fin le narrateur, Henry James, mais je pense qu'il pose quand même un regard assez critique sur son narrateur et qu'il éprouve quand même une certaine pitié ou compassion pour Daisy Miller et ce qu'elle souhaite faire de sa vie. Ensuite, j'ai lu Neverland de Timothée de Fontbelle et tout le monde m'avait dit que j'allais pas l'aimer parce que ça avait rien à voir avec ce que Timothée de Fontbelle écrivait d'habitude et j'ai beaucoup aimé. C'est aussi un petit livre, il fait 114 pages et j'ai été assez touchée par cette espèce d'essai de monologue un petit peu sur l'enfance et quand on parle d'enfance, j'allais dire évidemment on parle de grands-parents, c'est souvent vrai on va dire, et j'ai beaucoup aimé la relation que Timothée de Fontbelle ou alors son narrateur, on ne sait pas si c'est vraiment lui mais on peut se douter, ce qu'il avait avec son grand-père, avec ses grands-parents. Il y avait tout un truc sur étant adulte, retourner dans la maison, pas qu'il a vu grandir mais de ses grands-parents où il a toujours connu ses grands-parents. Et j'ai été assez touchée vraiment par ce qu'il a écrit, j'ai trouvé que c'était toujours très poétique, j'adore la plume de Timothée de Fontbelle et il a réussi à me faire venir des vraies larmes, donc j'ai trouvé que c'était très réussi. Ensuite, pendant le Christmas at Hogwarts readathon, j'ai lu le deuxième tome des Sœurs Carmine de Ariel Holz. J'avais beaucoup aimé le premier tome et en fait ce deuxième tome m'a transmis à peu près les mêmes émotions et la structure narrative m'a donné les mêmes impressions et je pense que c'était un petit peu la même. C'est-à-dire que les 50 premières pages, j'ai eu du mal, dans le sens où je trouvais ça lent, mais pas lent comme j'aimais en fait. J'ai trouvé que, enfin je m'ennuyais un petit peu, très honnêtement, dans les 50 premières pages. Ça m'avait fait exactement la même chose avec le premier tome. Et à un moment, l'action commence, les personnages se mettent à faire ce qu'on attend d'eux, les personnages... Je sais pas, tout d'un coup t'as l'impression qu'il y a eu un bouton qui a été... qu'on a appuyé sur un bouton et ils se remettent à être vraiment super complexes, super drôles. Du coup, après les 50 premières pages, j'ai vraiment adoré ma lecture et j'aime beaucoup les Sœurs Carmine, j'aime beaucoup l'univers de Grisaille. Je pense qu'il est très bien développé, je vais pas vous en dire trop du deuxième tome si vous n'avez pas lu le premier tome, même si... je pense que les deux tomes, limite, auraient pu être lus l'un sans l'autre, puisque dans le premier tome on suit Mériver, dans ce deuxième tome on suit Tristabel, évidemment il y a toujours des parallèles qui sont faits, etc. Les personnages qui apparaissent dans les autres tomes, puisqu'elles sont sœurs. J'ai beaucoup aimé le fait que Tristabel soit la narratrice, ça a apporté vraiment quelque chose
de différent. J'ai eu du mal au début avec tout ce délire des petites voix, etc. J'étais pas à fond dedans, mais une fois que c'est elle qui reprend la narration, j'ai adoré, j'ai trouvé ça très drôle, et j'aime beaucoup le décalage qu'il y a entre nous, notre morale, notre façon de penser, ce qu'on pense être bien, être mal, etc. Et elle qui n'a pas du tout les mêmes standards que nous. Pour elle, tuer n'est pas un problème, voilà. Ou alors laisser les gens mourir pour elle, elle s'en fiche. Et ça apporte beaucoup de comique, beaucoup d'ironie, de sarcasme. Et j'adore ça en fait. Et j'ai trouvé que c'était un personnage qu'on ne voyait pas assez dans les bouquins en général. On a quand même parfois, surtout en young adult, des personnages assez stéréotypés. Même si ça s'améliore franchement ces dernières années. Mais alors Tristabel, au contraire, en fait, elle est tellement un cliché d'elle-même, un cliché de la peste, que elle en devient attachante, elle en devient complexe et elle est plus fouillée. Ça m'a brisé le cœur la fin de ce tome, j'étais là, mais pourquoi ? Mais bon, j'ai hâte de lire le 3e tome, même si Dolorine n'est pas ma sœur préférée. J'aime beaucoup Mériver et Tristabel, mais j'ai un petit peu de mal avec Dolorine. Donc on verra si le 3e tome me fait le même effet. J'ai enfin lu The Handmaid's Tale de Margaret Atwood. Ça faisait très longtemps que je l'avais, quasiment 2 ans. Dans ma palle, et ça faisait longtemps que je voulais le lire parce que je voulais commencer la série, très honnêtement, et il me faisait vraiment très peur. J'arrivais pas à le commencer parce que tout le monde m'avait dit que l'écriture était trop particulière, que j'allais m'ennuyer, que la série était mieux, et tout le monde avait fait tellement un pataquès aussi que j'avais peur de ne pas l'aimer, d'être la seule à ne pas aimer La Servante écarlate de Margaret Atwood, et j'ai été agréablement surprise puisque j'ai trouvé que même si le rythme était assez lent et contemplatif, en même temps c'est la vie des servantes écarlates, c'est-à-dire qu'il n'y a rien pour rythmer leur vie à part le matin d'aller faire leurs courses, et aussi les moments où il faut qu'elles couchent avec leur commandant. Évidemment les thèmes qui ont été abordés me touchent extrêmement, ça dépeint un futur qui n'est pas souhaitable pour moi et voilà, pour beaucoup de personnes, et qui utilise les femmes comme des incubateurs sur pattes, et des valeurs soi-disant traditionnelles qui reviennent, mais pour mieux exploiter les femmes. Et cependant il y a aussi l'idée que les hommes ne sont pas en reste dans La Servante écarlate. C'est Sabrina de la Chalcol Missab qui l'avait dit après avoir lu La Servante écarlate, mais effectivement en fait cette situation n'est ni désirable ni pour les femmes qui se font exploiter, ni pour les hommes qui du coup on les force quand même à rentrer dans un moule, à faire des choses avec lesquelles ils sont pas forcément d'accord. Je veux dire, la plupart de ces personnes, de ces personnages masculins, ils ont par exemple une femme, ils ont peut-être pas envie de coucher, voilà, de devoir engrosser une meuf qui change tous les ans ou tous les 6-9 mois. Et c'est assez horrible les scènes qui sont décrites où ils doivent tous cohabiter, mais vraiment c'est ni facile pour la Servante écarlate, c'est pas facile non plus pour la femme, c'est pas facile pour l'homme, pour le commander. Elle n'écrit pas quelque chose de manichéen, elle n'est pas en train de dire les hommes ont fait ça sur les femmes, les hommes sont méchants et les femmes sont toutes gentilles, etc. Très sincèrement, un des personnages les plus détestable de ce bouquin, c'est la tante Lydia. C'est celle qui les forme, qui leur dit que les médecins qui pratiquaient l'avortement étaient des monstres, que les homosexuels, bon bah ça on n'en parle pas non plus, bon, ce genre de choses en fait. Les prêtres toutes les personnes qui se rebellent se font tuer au fur et à mesure du bouquin, il y a un mur où il y a des gens qui sont pendus. Et vraiment le personnage qui à la fois est super intéressant et qui est horrible, c'est celui de la tante Lydia du coup, qui on pourrait se dire qu'il va y avoir une certaine amitié, une certaine solidarité féminine, que toutes les femmes vont se soulever et dire ah c'est mal et tout, pourquoi on nous fait ça, on va se rebeller et tout, et en fait c'est pas du tout le cas, et aussi beaucoup par la peur en fait. Ils savent quand même comment tenir les gens, mais on se demande qui a décidé ce truc, qui a décidé ce monde de la Servante écarlate, parce que ça n'a pas l'air de bénéficier à beaucoup de personnes, même s'il y a une nécessité du coup de continuer à se reproduire, parce que beaucoup de femmes et d'hommes probablement sont stériles, et donc les femmes qui ne sont pas stériles, qui peuvent se reproduire, bah il faut qu'elles le fassent, enfin c'est un impératif, etc. Et
Mais ce qui était intéressant, c'est que je pensais vraiment le lire à propos de quelqu'un qui a le cerveau lavé, qui pense vraiment que c'est bien et tout, comme c'était un peu le cas dans Only Ever Yours. Mais là en fait on est au tout début de ce monde post-apocalyptique, horrible, etc. Et cette femme se souvient encore de tous, enfin des 30 ans qu'elle a eu de libre, où elle pouvait faire ce qu'elle voulait. Et on a plein d'extraits de ces moments où on dit que oui, tout n'était pas parfait, etc. Mais on avait quand même la liberté de décider avec qui on voulait être, ce qu'on voulait faire, de son corps, etc. Parce que là, ces femmes sont dépossédées de leur corps. Après, j'ai été plus traumatisée par Only Ever Yours, peut-être parce que justement les personnages ont tous le cerveau lavé, alors que là, on a quand même des personnages qui se rebellent intérieurement, qui ont encore des convictions, etc. Donc, j'ai pas été traumatisée par La Servante écarlate, au contraire, et ça m'a donné envie de regarder la série, ce que je suis en train de faire d'ailleurs, et apparemment la suite va sortir, et j'ai qu'une hâte vraiment, c'est de la lire pour voir ce qu'il arrive, parce que la fin est très ouverte, et j'adore ce genre de fin. Donc comme vous pouvez le constater, ça a été une très très bonne lecture. Pareil, un livre j'ai beaucoup à en dire, entre guillemets, c'est Shining de Stephen King, puisque j'ai eu du mal à le lire. Je l'ai commencé le 24 octobre et je l'ai fini le 31 décembre. Ça ne m'arrive jamais de prendre 2 mois et demi pour lire un bouquin, mais jamais. Mais alors j'ai lu genre les 200 premières pages, je crois que c'est là. Ouais, j'ai lu les 200 premières pages le 24 octobre, j'étais à fond. Et je me suis arrêtée pendant 2 mois et demi et j'ai repris fin décembre. Shining, je pense que vous le savez, mais c'est l'histoire de Danny, Jack Torrance et Wendy Torrance qui vont garder l'hôtel Overlook. En fait, ils vont en être les gardiens pendant la saison de l'hiver pour continuer à entretenir ce grand hôtel qui est un peu légèrement beaucoup coupé du monde, haut dans la montagne, etc. Et cet hôtel est magnifique, et cet hôtel va essayer de les monter les uns contre les autres pour qu'ils se tuent entre eux. C'est génial, j'adore. J'ai adoré le film de Stanley Kubrick, et j'avais un peu peur de lire le bouquin puisque je savais que Stephen King avait un petit peu désavoué le film de Stanley Kubrick. Et maintenant je comprends pourquoi. Parce que les 200 premières pages que j'ai lues au début, ça explique vraiment la psychologie de Jack Torrance, les relations qu'il a avec sa famille. C'est ce qui manque dans le film de Kubrick, puisque dans le film de Kubrick, j'ai adoré l'ambiance est très bien rendue, ça y a aucun souci. La fin du bouquin est assez bien rendue aussi, mais alors les 200 premières pages, en fait, ça nous fait 2 minutes du film, ou alors ils sont complètement, en fait... complètement effacée. Et donc on n'a pas de psychologie de Wendy et Jack. Wendy a l'air d'une cruchasse dans le film de Kubrick, mais c'était fait exprès. Il envoyait des gens dans sa loge le soir pour lui faire peur, pour qu'elle soit dans un état sur les nerfs. Il y a une scène où vraiment elle est hystérique, la pauvre. Enfin moi je pense à la pauvre actrice qui a dû jouer ça, parce que Stanley Kubrick était pas du tout complaisant avec elle, il l'aimait pas du tout. Pourquoi il l'a pris en actrice alors? On ne sait pas. Et le fait que Jack Nicholson ressemble à quelqu'un qui est... Mais il a vraiment l'air fou en fait, Jack Nicholson. Il n'y a aucun moment où tu te dis « Ah, je me marierais bien avec ce gars, je lui fais totalement confiance, il a pas l'air du tout d'un cinglé. » Dès le début, on se doute que Jack, on se dit pas, on attend qu'une chose, c'est que Jack il sombre du côté obscur, entre guillemets, il nous fait peur dès le début, dès les premières lignes. Enfin, dès les premières images. Alors que là, pendant 200 pages, moi je savais déjà ce que Jack il allait faire, comment il allait devenir, etc. Mais rien ne... Enfin, il y a des choses qui le prédisposent un petit peu à devenir comme ça, notamment son alcoolisme qui se contrôlait pas trop, qu'il avait frappé Danny quand il était sous l'emprise de l'alcool. Mais sinon, on vous dépeint vraiment le début de sa relation avec Wendy, comment ils se sont mariés, pourquoi ils se sont mariés, voilà, son attachement à Danny, ses amis, ce qu'il ressent en tant qu'écrivain. Et du coup, c'est super intéressant, vraiment. Et ça donne une autre perspective sur Jack Torrance et sur toute sa famille. Et donc, la suite du bouquin vient avec beaucoup plus de surprises. Normalement, quand vous n'avez pas vu le film. Pour avoir vu le film, j'ai quand même été surprise à certains moments. J'ai beaucoup aimé la plume de Stephen King, j'ai beaucoup aimé comment il décrivait ses personnages et j'étais vraiment dedans, c'est-à-dire que voilà, j'ai lu les 200 premières pages d'un coup, j'ai attendu 2 mois et demi, et ensuite j'ai lu les 300
250 dernières pages d'une traite. J'ai vraiment beaucoup aimé Shining de Stephen King et je vous le recommande. Le dernier livre dont je vais vous parler dans cette update lecture que je pensais être courte et qui finalement est assez longue puisque j'avais beaucoup de choses à dire sur certains livres, c'est un tout petit recueil de poésie de 60 pages qui est The Night is Darkening Round Me de Emily Bronte. J'ai dû écrire une dissertation sur Emily Bronte, sur ses poèmes et tout, en les analysant. J'en savais un petit peu sur la figure d'Emily Bronte, sur sa vie, mais j'avais jamais lu de ses poèmes et franchement, je l'aime beaucoup en tant que poétesse. Pas mal de thèmes vraiment abordés dans ses poèmes, notamment le rêve de liberté quand même. On a un poème qui s'appelle La captive, c'est un fragment voilà, de ce poème qui est beaucoup plus long, qui a été mis dans celui-ci. On a pas mal de poèmes quand même assez tristes, assez à propos du deuil, etc., de la mort, notamment un poème qui s'appelle Remembrance, je crois, qui décrit une femme qui se tient sur la tombe de son amant qui est mort depuis 15 ans. Enfin, c'est assez horrible, mais en même temps, la poésie d'Emily Bronte est très très belle. Et typiquement, on l'a comparée à Byron, on l'a comparée à William Blake, et elle est assez acclamée en tant que poétesse dans la famille Bronte. Je crois que les critiques n'aiment pas trop ce que Branwell et Charlotte ont écrit, mais alors Emily Bronte est assez acclamée en tant que poétesse. Donc je vous recommande, si vous trouvez une traduction ou si vous voulez lire l'original, je vous recommande les poèmes d'Emily Bronte. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, merci de l'avoir regardée. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez lu, quelles ont été vos dernières lectures de 2018, si elles ont été bonnes. Dites-moi tout. En attendant une prochaine vidéo, lisez bien, amusez-vous avec vos lectures et bisous.